Bon, ben, on a un très grand plaisir à accueillir une collègue lyonnaise, donc Lorraine Mestienne, qui va prendre et Christophe fait même un petit geste pour dire coucou, je suis là, Christophe Boucher. Voilà. Lorraine, on te laisse te présenter, et puis voilà, tu as 3 quarts d'heure, et puis de 3 quarts d'heure, je te dirais qu'il reste un quart d'heure peut-être pour les questions, ça te va? Parfait, c'est bon pour moi. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là, bon, sans être là en visio, mais c'est quand même bien qu'on puisse le faire sous cette modalité-là. Du coup, je suis Lorraine Mestienne, je suis médecin psychiatre sur le centre de prévention du suicide de Lyon. Et je travaille notamment avec l'équipe de vigilance du 3114 et sur la consultation de l'unité Espoir, qui est donc à destination des personnes endeuillées par suicide, et sur le dispositif Prémisse que je vais vous présenter dans cette présentation. Voilà. Donc aujourd'hui, l'enjeu c'est de discuter ensemble de post-vention, de voir un petit peu ce que ça implique et l'enjeu qu'il y a derrière, et les choses qu'on peut proposer en lien avec ça et au vu de la demande qu'il y a. Parce que pour la définir ensemble, la post-vention, c'est l'ensemble des interventions et des ressources qui sont à destination des personnes exposées à un suicide. Donc c'est assez large, on va le voir. Et il y a de plus en plus d'actions et de réflexions qui sont en place autour de ça. Mais ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'il reste un délai d'accès au soutien et aux soins quand on a besoin. Ce qui ne sera pas toujours le cas, et on va le voir ensemble. Pourtant, en termes de santé publique, c'est un enjeu majeur, et c'est pas nouveau le fait qu'on en parle. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a de plus en plus de plans d'action, en tout cas autour de ça, et notamment avec la note d'information de la DGS de juillet 2025, dont je vous ai déjà parlé ce matin, et sur laquelle on reviendra. Mais c'était déjà au niveau du programme national d'action contre le suicide de 2011-2014, et c'est un des axes majeurs du 114 qui est à destination des personnes en crise suicidaire, des proches qui seraient inquiets pour une personne en crise suicidaire, mais également sur le harcèlement et le deuil, ce qui est un petit peu moins connu, mais pour lequel on a de plus en plus d'appels aussi au 3114 sur ce sujet-là. La post-vention, a priori vous l'avez vu un petit peu ce matin, c'est aussi de la prévention. C'est pour ça qu'on en parle. Alors c'est de la prévention tertiaire au niveau des interventions qui ciblent les complications qui peuvent être en lien avec le deuil pour les endeuillés. Ça c'est quelque chose qu'on a en tête depuis assez longtemps. Mais ça peut aussi être de la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'on peut intervenir avant l'apparition de complications en lien avec le deuil pour éviter justement qu'elles n'apparaissent. Et c'est là où on voit qu'il y a un gros enjeu de développement et d'action aussi entre les différents réseaux qui peuvent exister au niveau régional, au niveau national également. Dans un premier temps, la prévention a été définie par Schneiman en 1973, donc vous voyez, c'est pas récent. Et à l'époque, sur quelque chose de très d'un sens clinique, il disait qu'il y avait 6 personnes qui étaient endeuillées pour chaque suicide. Ça venait d'une constatation des personnes qui demandaient en fait au service de prévention un accompagnement. Donc c'était vraiment une évaluation clinique, un peu un sens de ce qui se passait et de ce que eux percevaient sur leur centre. Depuis, parce que 73 c'est quand même, ça remonte quand même un petit peu, on a des chiffres qui sont un petit peu différents. Et notamment une recherche de Serrel et de collaborateurs qui montrait qu'il y avait en moyenne 135 personnes qui étaient impactées pour chaque suicide. C'est énorme, c'est des enjeux de prévention qui touchent beaucoup de personnes, parce qu'au final, on aura 22% de la population qui sera exposée à un suicide au cours de sa vie, 4% pour de l'année précédente. Donc il y a des choses à proposer, ça concerne beaucoup de gens. Et pourquoi on a cette disparité de chiffres? Parce qu'en fait, il y a un continuum dans l'exposition au suicide, on va voir juste après. Et parmi les 135 personnes impactées par un suicide, on voit qu'il y a en moyenne 6 à 14 personnes qui vont être endeuillées au long cours. Sachant qu'il y a 9 000 suicides par an en France, ça nous fait environ 100 000 personnes potentiellement endeuillées au long cours par an en France. Donc on voit qu'on est sur une population qui est vraiment importante. Et pour autant, c'est encore quelque chose dont on parle assez peu. C'est bien qu'on entende de plus en plus parler de prévention, ce sera encore mieux quand on entendra de plus en plus parler de post-vention. Et voilà, c'est un des enjeux aussi d'aujourd'hui de pouvoir introduire ce sujet. On voit que donc il y a une grande partie de la population qui peut être exposée et que chaque personne peut être exposée à différents niveaux d'impact. Et on le modélise ça sous la forme d'un continuum d'exposition au suicide, alors avec des frontières qui ne sont pas aussi nettes et pas toujours aussi bien tracées,
mais qu'on résume comme ça, avec donc les endeuillés au long terme dont je vous ai parlé, un peu plus éloignés sur le spectre, les endeuillés à plus court terme, qui vont avoir des signes également de deuil, mais qui vont être peut-être un peu moins présents dans le temps. On a encore autour des personnes affectées par un suicide, et jusqu'à toutes les personnes exposées, ces 135 personnes dont on parlait juste avant. On ne peut pas prédire de qui va se retrouver à quel niveau, parce que ça c'est très individuel. En tout cas, on a une notion de toutes les personnes que ça peut représenter. Et au niveau de l'exposition, c'est si important que ça, les chiffres dont on parle aujourd'hui, parce qu'on parle de personnes qui sont intervenues au niveau des premiers secours. Si ça a eu lieu sur l'extérieur, des personnes qui va y avoir dans la rue aussi, des personnes qui découvrent le corps. Bien sûr, on parle des membres de la famille et des amis proches. Eux, on les intègre et souvent ils sont bien identifiés. Pas toujours bien orientés, on le verra en tout cas sur les choses qui existent. On parle aussi des thérapeutes et des soignants, quand il y en a dans la boucle, qui sont parfois inclus dans les processus, parfois un petit peu à distance, qui ne sont pas toujours légitimes non plus sur certains ressentis. On a des membres d'une communauté, des membres de clubs, d'associations, sur qui ça va ruisseler également. Les écoles, le lieu de travail, les institutions potentiellement qui sont concernées également. Et puis, de proche en proche, les connaissances, les proches, les voisins, et dans le cas de célébrités, bien sûr, les femmes qui peuvent être également impactées. Donc moi, c'est quelque chose qui peut vraiment ruisseler, comme cette image que je vous montre là de la goutte d'eau, et qu'il va y avoir différents niveaux qui vont être impactés, et donc différents niveaux d'intervention également qu'on peut proposer. Parmi ces personnes exposées, on va retrouver à peu près les mêmes personnes qui seront affectées. Là, on retire simplement les membres du club ou de l'association, et encore une fois, comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui est forcément prévisible, prédictible. Parfois, la proximité et le lien fait que les membres d'une association vont se retrouver également dans les personnes affectées. Et puis, pour continuer de modéliser, on trouve dans les endeuillés à court terme, plus spécifiquement, les membres de la famille, les amis, les collègues proches, les personnes qui étaient au plus proches de la personne décédée. Entre parenthèses, je vous mets également les thérapeutes soignants, parce que c'est toujours quelque chose qui est ouvert à débat. Et souvent, il y a un sentiment d'illégitimité, comme je vous disais, parmi les soignants, de vivre certaines réactions du deuil et certaines particularités du deuil après le suicide qu'on va voir ensemble. Pour autant, c'est des choses qu'on retrouve très, très fréquemment. On n'est pas là pour les mettre au même niveau et les comparer aux souffrances qu'il peut y avoir parmi les membres de la famille ou les amis. Pour autant, c'est important de signifier que c'est quelque chose qui existe aussi et pour lequel on peut également proposer des choses. Et enfin, au niveau des personnes endeuillées à long terme, les plus fréquents qu'on retrouvera, ce sont pour les membres de la famille et les amis proches. Donc on voit qu'il y a différents niveaux d'affection, d'affliction, différents niveaux d'intervention, du coup, qu'on va pouvoir proposer. Et l'idée, ça va être d'élargir au maximum le panel et bien sûr d'ajuster en fonction de chaque personne, de chaque individu. Parce qu'autour de ce deuil, on en parle, il y a des choses qui vont être de l'ordre du processus commun au deuil général et des choses qui vont être particulières autour de la question du deuil après suicide. Le deuil, c'est l'une des expériences les plus universelles qu'on peut faire. Toutes les personnes traverseront un deuil dans leur vie. Et pour autant, c'est une expérience qui est aussi très personnelle et très individuelle. Et ça va être l'un des enjeux autour des prises en charge et des accompagnements du deuil. À la fois de pouvoir amener des choses qui sont partagées par un groupe et tenir compte des vécus individuels de chacun. Au niveau du deuil après suicide, particulièrement, on retrouve tout un panel de choses. En premier lieu, la culpabilité. Ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on peut évoquer dans la prise en charge, dans les prises en charge qu'on est amené à faire. La culpabilité, c'est une question qui se pose toujours pour les proches, pour les amis, et toutes les personnes vont porter 100% de la culpabilité. Jamais une personne va nous dire qu'il reporterait la culpabilité sur un membre de sa famille, par exemple, en disant bah, c'était pas de sa faute, par contre ça va être de la mienne. La culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui se partage pas. Il n'y en a pas un qui va dire je prends 20% de la culpabilité, 9%. Chacun va porter 100% de la culpabilité sans oser le dire en plus. Pour des raisons de stigmatisation, une peur d'alourdir les choses.
Et c'est des processus qui vont être tus et qui peuvent malheureusement entraîner aussi la question du tabou qu'on retrouve autour du deuil après le suicide. Il va y avoir des ruminations très régulièrement qui peuvent faire partie du processus normal, mais qui peuvent aussi se compliquer et qui peuvent avoir un retentissement fonctionnel qui est majeur et qui est important d'évaluer, avec une place que va prendre le deuil dans la vie, qui est très importante et qui est souvent sous-estimée par les personnes elles-mêmes et par l'entourage. C'est difficile de prendre la mesure de la place que ça peut prendre pour une personne impactée. On va retrouver un isolement majeur qui va être aussi au cœur de ce qu'on va pouvoir proposer, notamment du lien qui doit être fait entre les différents acteurs de post-vention, parce que c'est souvent ce que les personnes rapportent, même quand elles partagent le deuil avec d'autres proches, avec des membres de la famille, il y a un vécu de solitude qui peut être très important pour plein de raisons différentes, parce que chacun a sa temporalité dans le deuil, que chacun peut le vivre à sa manière, donc il y a des choses qui sont partageables, d'autres qui ne le sont pas. Et autour des personnes qui sont peut-être plus à distance et qui sont soutien dans un premier temps, on va souvent voir dans un second temps un éloignement des proches. Pas parce que les proches oublient ou qu'ils n'y pensent plus ou ce qui peut être apporté par les personnes qu'on accompagne, j'ai l'impression que tout le monde continue sa vie et moi je suis toujours envahie, j'en suis toujours au même point. En pratique, ce qu'on repère, c'est que souvent les gens n'osent plus demander, parce qu'il y a du silence qui s'installe autour de ça, parce qu'ils ont peur de réactiver les choses, alors que les choses sont déjà encore très actives pour les personnes qui le vivent. Et autour des difficultés de communication qu'il peut y avoir par rapport à ça, il y a un isolement qui s'installe. Et beaucoup de leviers à tirer autour de ça, sur cette question de l'aide aussi, et des actions qui peuvent entrer finalement dans la post-vention, de soutien proposé par les proches, et également sur un dernier volet, la possibilité de faire le lien avec d'autres personnes qui peuvent avoir des expériences similaires, qui peuvent être également endeuillées par suicide. Dans ces particularités du deuil, on sait que le soutien par les pairs, c'est un soutien qui est extrêmement important et qui est encore pour le moment assez peu accessible. On retrouve autour de la question du deuil après le suicide possiblement des idées suicidaires qui vont s'inscrire dans différents processus, à la fois en termes de complications, parce que c'est un deuil qui est tellement important et qui peut avoir une répercussion tellement importante que ça peut déclencher des complications. On le verra sur les diapos suivantes. Mais également dans le processus de questionnement autour de qu'est-ce qui mène à une crise suicidaire. J'ai un proche qui s'est suicidé, qui est décédé par suicide. Qu'est-ce qui a pu amener à ça? Il y a beaucoup de questions autour de la psychoéducation de la crise suicidaire qui, pareil, peuvent être amenées assez simplement, assez facilement, assez tôt aussi dans le processus, et qui permet d'apaiser certains questionnements autour de ça et de limiter le risque de complications derrière et notamment de complications d'idées suicidaires. Deuxième chose par rapport à ça, ce qui est hyper important aussi de prévenir, de lever le tabou aussi par rapport aux idées suicidaires, parce que quelqu'un qui a perdu un proche par suicide, qui sait à quel point ça peut être intense, toutes les réactions, toutes les complications qui peuvent découler de ça, si c'est une personne qui elle-même commence à avoir des idées suicidaires, elle aura un obstacle supplémentaire à en parler. Elle va se dire qu'elle sait ce que c'est que le deuil par suicide et qu'elle ne peut pas s'autoriser elle-même à avoir des idées suicidaires et qu'elle ne peut pas le verbaliser. On sait que c'est déjà difficile, parce qu'il y a déjà des vécus de honte, des vécus de culpabilité à parler d'idées suicidaires pour des personnes qui sont éloignées de cette question du deuil. Pour une personne endeuillée, ce sera un obstacle supplémentaire et c'est quelque chose qu'il faut amener très rapidement dans la question du soutien qu'on peut apporter pour essayer d'ouvrir un maximum de portes et de dire que si ça arrive, on peut y faire quelque chose. Qu'il n'y ait pas cette question de la fatalité qui s'encourage autour de ça, on va dire. Il peut y avoir une symptomatologie de stress post-traumatique, parce que un décès par suicide, c'est un événement à potentiel traumatique, selon la terminologie. Et c'est des choses qui sont très importantes également à repérer, parce que dans un premier temps, elles peuvent être physiologiques. Le fait qu'on ait des réactivations, des reviviscences, une hyperactivation autour du décès, ça fait partie du processus d'intégration.
Le problème, c'est si ça perdure dans le temps et si l'intensité et la fréquence restent la même. Si ça évolue pas favorablement de manière spontanée, on va dire, c'est un des éléments qu'on peut surveiller. Et en tout cas, c'est des choses qu'on peut discuter de manière très précoce aussi, pour venir aussi normaliser les ressentis qu'il peut y avoir dans le deuil après le suicide. Sinon, c'est des choses aussi qui sont vécues de manière très personnelle et qu'on n'ose pas partager. On a l'impression de devenir fou dans ces moments-là, quand on revit en boucle les choses. Et c'est important de pouvoir redire, dans un premier temps, il peut y avoir des choses qui sont de l'ordre du normal, et attention, on va surveiller ce qui peut aussi évoluer en complications, et que dans ce cas, on peut prendre en charge au niveau soignant. Il y a un sentiment de vide, de tristesse intense qui s'installe, de perte de sens aussi, donc on va voir juste après, qui, pareil, est normal dans un premier temps dans le cadre du deuil, et où on va être très attentif à ce qu'il n'y ait pas d'injonction à faire un travail de deuil et à tourner la page, à passer à autre chose. Ça, c'est des choses que les personnes endeuillées viennent nous rapporter très régulièrement, qu'elles peuvent entendre de leur entourage, de gens très bien intentionnés qui veulent les voir aller mieux, en fait. Et donc ça part souvent d'une intention bienveillante. Pour autant, on sait que c'est des choses qui peuvent durer, que la temporalité du deuil est particulière, que c'est pas quelque chose qui est rapide, et surtout que le deuil c'est quelque chose qui finalement fait plus partie d'une expérience de vie que quelque chose qui va se finir un jour. C'est compliqué de dire qu'on fait son deuil ou qu'il y a un travail de deuil à faire, parce que ça peut amener les personnes à penser que si ça continue de durer, c'est qu'elles doivent mal faire les choses, qu'en partie ça peut être de leur faute. Et du coup, ça rajoute une difficulté, un poids supplémentaire pour les personnes endeuillées. Et de ne pas se forcer à absolument reprendre le cours d'une vie normale, entre guillemets, le plus rapidement possible. Et que c'est une expérience qui va finir par s'intégrer à ce qu'elles vivent, qu'elles ne vont pas oublier, ce n'est pas des choses qui vont disparaître, mais que ça va pouvoir s'apaiser et reprendre une place plus ajustée pour chacun. La tristesse, bien évidemment, qui va avec et qui est normale également. On n'est pas là pour dire que la tristesse elle est pathologique, on n'est pas là pour dire que le deuil, en premier lieu, est pathologique. Souvent, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est triste à la hauteur de l'amour qu'on porte aux gens. Et ça, c'est important de dire, d'y laisser l'espace, on va dire, pour que ça puisse s'intégrer aussi. Et on n'est pas là pour pathologiser le deuil, pathologiser la tristesse. Pour autant, on doit surveiller l'évolution aussi de ce deuil, de cette tristesse, et de surveiller, encore une fois, s'il n'y a pas d'apparition de complications, notamment dépressives, qui peuvent arriver, et que ça reste modulable, que ça reste évolutif. C'est vraiment ce à quoi on va être attentif. Il y a beaucoup de vécu de colère dans la question des suicides. La colère qui peut tourner contre soi, qui rejoint des processus de culpabilité. La colère qui peut être portée contre le proche aussi, ce qui est souvent invisible parce qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, d'être en colère contre une personne qui est décédée, et pour autant on le ressent quand même et on ne sait pas trop comment faire. On peut être en colère parfois contre le système soignant aussi, quand il a été impliqué dans la prise en charge. On peut être en colère contre une personne tierce, avec des phénomènes de bouc émissaire qui peuvent apparaître très régulièrement. Et en colère finalement contre un système tout entier et contre le reste du monde, avec des vécus qui sont difficilement partageables autour de ça, mais qui pour autant sont très présents et présents tellement souvent que ça vaut le coup de poser la question s'il y a un doute par rapport à ça. On retrouve quelque chose autour de la perte de sens, autour d'un événement qui vient tellement faire effraction dans la vie d'une personne. C'est raconté comme un tsunami, comme un tremblement de terre. Il y a vraiment un avant et un après qui vient remettre tout en question. Il y a souvent ce qu'on retrouve, c'est un réaménagement des valeurs, on va dire, un recentrage autour de ce qui compte vraiment, avec parfois des difficultés du coup à tolérer les choses qui nous paraissent plus superficielles, et toute une question autour de la reconstruction du sens autour de ça. Souvent je fais cet amalgame-là, on parle de perte de sens en français, en anglais on parle de meaning making, on refait du sens.
Et je l'amène autour des accompagnements, des choses qu'on peut évoquer en tout cas avec les personnes endeuillées, plutôt sur ce versant-là et sur comment on reconstruit du sens, on refait du sens autour de ça. On retrouve des idées d'auto-accusation, d'auto-stigmatisation qui viennent avec les processus de colère et de culpabilité, des éléments autour de symptomatologie d'anxiété, potentiellement pour d'autres proches qu'on aurait peur de perdre également, et une anxiété qui peut se porter sur d'autres aspects de la vie. Des éléments de honte, et j'essaie d'arriver jusqu'au stigma qui va arriver juste après. Les personnes qui sont endeuillées par le suicide d'un proche, elles vont souvent avoir des difficultés à en parler, à le partager, à se dire que c'est pas forcément compréhensible par beaucoup de gens. Potentiellement une honte qui est également en lien avec la culpabilité qu'elles peuvent ressentir dans ces moments-là, et se dire qu'elles ne sont pas légitimes à partager ce vécu de honte. Et du coup, ce qu'on va observer, c'est un double phénomène de honte et de stigmatisation. Une stigmatisation extérieure, avec, on sait quand même au niveau sociétal, beaucoup d'a priori autour du suicide, et des choses qui s'entendent encore, comme des gens qui cherchent des causes, qui cherchent des responsables, et qui peuvent avoir des mots assez durs pour les proches, en disant que peut-être qu'ils ont mal fait quelque chose ou mal dit quelque chose. Et ça n'arrive pas souvent, mais il suffit que ça arrive une fois pour un endeuillé, pour que ça ait un impact à long terme pour eux aussi. Et ce qu'on repère aussi, en plus de cette stigmatisation sociétale qui existe et qu'on connaît bien et pour laquelle on essaie de lutter contre les idées reçues, il y a la stigmatisation personnelle, l'autostigmatisation, et les personnes elles-mêmes en fait, qui vont dire mais j'ai forcément loupé quelque chose, je peux pas en parler, ça va pas être bien perçu, les gens vont pas comprendre, et une auto-stigmatisation qui finalement prend encore plus de place que la stigmatisation sociétale pour autre. Des éléments de confusion qui rejoignent encore une fois la question de la perte de sens et de plus savoir finalement ce qu'on traverse, comment on traverse, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et ce qui est pareil, difficilement partageable, même avec les proches eux-mêmes concernés, parce qu'encore une fois on n'est pas toujours sur les mêmes niveaux et pas toujours sur la même temporalité notamment. Cette question du stigma du coup, que je viens d'aborder avec vous. Et beaucoup d'évitements qui vont être en lien avec le deuil, qui ne sont pas toujours faciles à identifier au niveau du deuil. On a plus de facilité à retrouver au niveau de la symptomatologie traumatique, mais une oscillation entre des évitements de tout ce qui peut rappeler la personne décédée, parce que c'est déjà tellement actif au quotidien sur des choses auxquelles on ne penserait pas, mais une personne qui me racontait qu'elle avait un courrier au nom de son conjoint défunt qui arrivait chez elle et ça la réactive, le fait qu'elle doive fermer la porte le matin alors que c'était pas elle qui le faisait, ça la réactive, des choses qui sont déjà tellement présentes en fait toute la journée que tout ce qui est plus intense que ça, on va se mettre à l'éviter parce qu'on ne peut pas tout gérer en même temps et tout gérer d'un. Dernière chose, on va en parler sur la question des complications, au niveau des douleurs physiques qui peuvent se manifester autour de ça et un risque de complications physiques qui sont plus identifiées également pour les personnes endeuillées. Donc vous voyez rien que sur cette diapo tout ce que ça implique le deuil et c'est un premier aperçu, bien sûr, je pourrais en parler des heures, voilà, on n'a pas ce temps ensemble, mais c'est important de prendre en compte ces particularités et de les avoir en tête quand on parle de deuil après suicide et potentiellement d'intervention de prévention qu'on peut proposer. Parce que ce deuil, les personnes qui le traversent, elles s'attendent souvent à ce que ce soit une évolution qui est linéaire. C'est pas comme ça que ça se passe. On aimerait que ça soit prédictible et linéaire comme ça. C'est pas du tout ça qu'on va repérer. Et pareil, ça c'est une chose qu'on peut aborder assez précocement et assez facilement. Au niveau du deuil, il va y avoir des oscillations. Il va y avoir des fluctuations. Ça va être par vague. Et ça, c'est normal. C'est important de le prévenir aussi parce que sinon, c'est des personnes qui vont dire mais j'ai l'impression que je reviens en arrière, que je reviens au bon début, que je tourne en rond. Moi, souvent, les images, en tout cas les métaphores que je donne par rapport à ça, c'est qu'on ne revient pas en arrière, c'est pas parce qu'on tombe qu'on recule. Et pour les personnes qui me disent qu'elles ont l'impression de tourner en rond, j'essaie de leur amener plutôt l'image de la spirale. Une spirale qui va vers l'extérieur, où effectivement, on a l'impression de répéter des processus, de revenir de reprendre des chemins qu'on a déjà pris,
Et ça, c'est humain. C'est le principe de l'apprentissage humain, de devoir répéter des choses pour pouvoir les intégrer. Et ce processus de deuil, il est comme ça aussi. Il est par vague, par répétition. Et c'est important d'avoir en tête que ça, c'est une des particularités qui est normale. Pour autant, ce qu'on va surveiller également autour de ce deuil, c'est qu'il n'y ait pas d'apparition de complications. C'est une période à risque, c'est quelque chose qui peut être tellement impactant, tellement déstructurant, qu'il peut y avoir des complications également qui s'installent, et de pouvoir faire la part des choses entre la normalité d'évolution du deuil et les fluctuations normales et l'apparition de complications. Ces complications qui sont, d'après ce qu'on a dans la littérature, entre 25% et 45% de deuil pathologique, on appelle maintenant des troubles de deuil prolongé. Pareil, c'est quelque chose qui n'était pas officiellement, jusqu'à il y a quelques années, dans nos nomenclatures, et donc on a eu du mal à évaluer et pour lesquels on a des chiffres qui sont finalement assez peu précis. On sait qu'on a un risque augmenté de dépression et de troubles anxieux, environ 50% de risque d'apparition de dépression aussi au long cours, avec pareil des recherches qui restent trop peu nombreuses pour pouvoir s'appuyer de manière certaine sur ces chiffres. On a remarqué également un risque augmenté de conduite suicidaire, qui indique encore une fois que les personnes endeuillées peuvent être particulièrement vulnérables et qu'on pourrait aussi pour eux faire de la prévention. Un risque également augmenté d'état de stress post-traumatique de 30 à 50%, et comme je vous le disais, un risque augmenté de troubles physiques, d'hypertension, de diabète, de maladie cardiovasculaire, qui s'explique à la fois par la constitution potentiellement de comorbidité, d'autres troubles, de troubles de l'usage de substances, mais également le fait que ces personnes-là ont moins tendance à solliciter les soins parce que soit ils se prennent moins eux-mêmes en considération, soit parce qu'il y a une méfiance au niveau du système sanitaire qui peut apparaître aussi quand on se retrouve confronté à des réflexions autour d'un échec du système de soins, on va dire. Pour tout ça, pour toutes ces particularités, on va pouvoir proposer différents niveaux d'intervention. Et pour toutes les personnes exposées, parce que toutes les personnes exposées sont légitimes à pouvoir bénéficier d'intervention. Je vous parle d'intervention, c'est pas nécessairement des soins, au moins un accès à un soutien et s'il y a besoin des soins. On va avoir des interventions au niveau individuel, on va avoir des interventions au niveau collectif pour les groupes et les institutions, et des interventions aussi tous au niveau du volet de la communication autour du suicide, avec notamment Paulin Papageno, sur lequel je reviendrai également. Et bien évidemment, toutes ces interventions qui vont être liées les unes aux autres, et un des enjeux aussi de pouvoir les organiser ensemble. Au niveau de la prévention individuelle, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on va pouvoir donner en tout cas des éléments de psychoéducation, normaliser les vécus et l'intensité des vécus sans forcément pathologiser le deuil, en tenant compte des spécificités dont on vient de parler et en ayant en tête qu'il y a des choses qui sont aussi de l'ordre d'un processus commun et qu'on va pouvoir généraliser en gardant en tête l'individualité de chacun, et pouvoir faire cette différence entre l'intensité des réactions qui sont normales et les signes d'alerte des complications que je vous présentais juste avant. Il y a un grand intérêt autour de la prévention individuelle à pouvoir proposer quelque chose de précoce parce qu'on retrouve un retard d'accès au soutien et aux soins. Les dernières recherches montrent en moyenne c'est 10 ans pour avoir un premier accès aux soins dans ces contextes-là. Donc à des moments où les complications sont déjà constituées et souvent constituées depuis un long moment. Et pour ce faire, c'est important de favoriser l'accessibilité des ressources. Et là, bien évidemment, je suis obligée de vous parler du site Espoir, qui est un site qu'on a monté à Lyon, du coup, et qui, en collaboration avec plein d'équipes, notamment les Lillois avec qui on travaille très bien, avec des associations, avec des personnes elles-mêmes endeuillées. C'est un site qui recense des ressources francophones et au niveau régional qui peut donner des indications aussi sur qui on peut s'appuyer en fonction des zones géographiques, qui donne aussi accès à des informations et à des témoignages de personnes endeuillées, parce que ça c'est aussi très favorable. Comme je vous disais, le soutien des pairs dans la question du deuil, il est essentiel. Lorraine ? Oui. Juste pour te dire, si on regardait 15 minutes d'échange avec la salle, il reste à peu près 10 minutes. Ok, j'accélère, très bien. Très bien. Au niveau des acteurs, on a
tous les proches, les collectivités, les associations et au niveau des soignants, quand on a besoin, on peut s'organiser entre première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Et du coup, je passe rapidement là-dessus. Pour la question de la prévention collective, c'est des interventions à destination d'un groupe dans les institutions, on parle de l'hôpital, on parle de la prison, des écoles, des lieux de travail, et pour qui il va y avoir différentes étapes pour ces interventions de prévention. On va pouvoir activer des plans locaux de prévention quand ils sont existants, intervenir dans l'urgence, protéger la scène, la confidentialité, se poser la question systématique de l'annonce, d'organiser des temps dédiés de manière organisée, on va dire, et pouvoir identifier et suivre de manière personnalisée les personnes les plus vulnérables. Je vous mettais ici l'exemple d'un plan de prévention pensé par l'Institut régional Jean Bergeret avec lequel on travaille, où on voit qu'il y a différentes étapes dans l'immédiat, dans le court terme, dans le moyen terme et le long terme, pour pouvoir repérer les personnes qui sont exposées, les personnes plus à proximité et les personnes vulnérables, et proposer différents niveaux d'intervention pour chacune de ces personnes. Au niveau de la prévention collective et des équipes médico-sociales, on le propose parce qu'on voit qu'il y a un impact émotionnel dont je vous ai parlé qui peut être présenté également par les professionnels au niveau du deuil individuel. Un impact professionnel avec une perte de confiance dans ses capacités sur la question de la prise de décision, avec une mise à l'écart et la posture de bouc émissaire que je vous évoquais aussi. Et un impact institutionnel, on retrouve quasiment systématiquement une désorganisation des services, une rupture dans la continuité des suivis, et potentiellement une mise en lumière de tensions préexistantes. C'est un facteur qui fait caisse de résonance, on va dire, sur les choses déjà préexistantes. Rapidement sur la présentation dans les médias, qui est un des grands enjeux du programme Papageno, l'équipe du programme Papageno qui fait un excellent travail à ce niveau-là. Il faut lutter contre le tabou, il faut en parler, il ne faut pas en parler n'importe comment, parce que si on en parle n'importe comment, il peut y avoir un risque d'effet d'affaires, de contagion suicidaire, c'est encore nommé comme ça, pour les personnes vulnérables via des phénomènes d'identification. On peut aussi, quand on en parle bien, véhiculer un effet Papageno, où on peut avoir un effet de protection sur la question des personnes vulnérables aussi, en parlant de la souffrance et en donnant accès à des coordonnées de prévention et à des témoignages. Pour ça. Pour vous dire, et du coup je vais faire rapidement là-dessus, vous donner un peu une idée de comment on fonctionne sur le CPS de Lyon. On a un exemple un petit peu d'une unité de prévention. On fait de la prévention individuelle, de la prévention collective et on a des missions de sensibilisation et de recherche. Au niveau de la prévention individuelle, on a deux interventions en particulier. L'intervention prémisse, donc c'est l'intervention précoce dans le premier mois du deuil. C'est une consultation unique qui a pour objectif de donner de l'information, de permettre le récit autour du décès et de réaliser une évaluation pour les proches endeuillés afin de voir s'il pourrait y avoir une orientation, si besoin de soins, ou une orientation vers du soutien et des ressources pour les personnes pour qui on ne voit pas encore d'apparition de complications. Et ça, on l'a mis en place il y a 2 ans maintenant à Lyon, en collaboration avec les forces de l'ordre de l'Institut médico-légal, les services d'urgence et réanimation, et maintenant avec de plus en plus d'inclusion via 3514 et vigilance, pour permettre une réorientation vers tous ces acteurs dont je vous parlais tout à l'heure. On réalise aussi sur la consultation Espoir des suivis individuels pour les proches et les professionnels impactés, des suivis qui vont être limités dans le temps, entre 3 et 6 mois, voire 1 an pour les suivis, peu importe que le décès soit récent ou ancien, et on propose au maximum des prises en charge pluridisciplinaires, avec un enjeu d'accompagnement du deuil, une surveillance de l'évolution pour essayer de prévenir l'apparition de complications, donc la prévention secondaire, la prévention secondaire, pardon, prévention, et la prise en charge de complications quand elles sont constituées également pour la prévention tertiaire. Au niveau de la prévention collective, on intervient pour les institutions 4 à 6 semaines après le décès. Dans un premier temps, on donne en urgence des informations, des conseils, on aide à s'organiser pour les jours qui viennent. Puis nous, on intervient en équipe, sur place, pour pouvoir proposer un temps de débriefing, en gros, avec l'équipe du CPS, donc Espoir, Vigilance 3514, nos collègues du CPS étendu, on va dire CPS élargi. Et avec des enjeux qui vont être de ventiler les émotions, d'informer, de repérer les personnes vulnérables et d'amener un retour vers un bon fonctionnement du groupe. C'est pas une intervention qui se suffit à elle-même, c'est pour ça que dans un premier temps, on aide les structures qui nous mobilisent à s'organiser, pour qu'il y ait déjà des choses qui se passent en amont et que nous, on intervienne par la suite pour s'assurer que
que ça suive son cours et que s'il y a encore des questions, on puisse arriver, sachant qu'on n'a pas toutes les réponses, mais qu'on peut au moins prendre son temps et redonner des pistes, réouvrir des pistes sur des choses qui parfois se referment. Enfin, sur la question de la sensibilisation et de la recherche, on n'a pas de formations qui sont formalisées, mais on peut faire des sensibilisations ponctuelles à la demande de certaines structures. On travaille en collaboration notamment avec l'Institut régional Jean Bergeret, qui propose, eux, des formations pour les formateurs et qui ont notamment été mobilisés par l'ARS depuis la note d'information de la DGS. Et au niveau des recherches, on essaye d'en faire également un maximum. Le site Espoir, il est né d'un travail collaboratif et d'une recherche intégrative avec toutes les personnes concernées par la question du deuil après-suicide. On est en cours de publication sur une recherche de support sur les interventions collectives qu'on propose et les bénéfices qui peuvent être rapportés par ça. Et on a Prevent, une étude en cours pour les proches endeuillés, essayer d'identifier des facteurs de risque de complications de développer des troubles. Voilà. Et on va pouvoir finir à peu près dans le temps. Vous en avez déjà entendu parler ce matin. Il y a une note d'information de la DGS qui est sortie en juillet 2025 avec 4 axes au niveau de la prévention individuelle, collective et de la prévention de la contagion suicidaire dans les médias et sur la question des hotspots. Ces deux derniers points qui sont plus largement portés par le programme Tabagino, sur lesquels je ne vais pas revenir plus en détail. Mais au niveau de la prévention individuelle, les plans d'action qui sont proposés, c'est de pouvoir commencer par un état des lieux des ressources existantes, parce qu'il y a des choses et qu'on voit qu'on a du mal à faire le lien, et que ça va être vraiment un des premiers enjeux avant la question de créer du neuf. Déjà faire un bilan de ce qui existe, ce qui préexiste, de pouvoir cibler les publics et les milieux de vie qui vont être à prioriser pour ce genre d'intervention, les milieux à risque et les personnes les plus défavorisées également, avec la question des inégalités sociales et territoriales de santé. Et cartographier les acteurs qui peuvent intervenir sur ces champs et en précisant les articulations possibles, comme je vous disais, cet enjeu de faire du lien. Avec dans un bon temps aussi également la question des formations, de la communication et de la recherche, où il y a un grand champ possible et encore trop peu de choses qui sont faites par rapport à ça. On va retrouver des similitudes au niveau de la prévention collective avec cette question en 2 et 3 de retrouver le public cible et la cartographie des acteurs. Et au niveau des plans d'action, de pouvoir mettre en place des stratégies régionales de prévention collective avec pour pouvoir les mettre en place, les préparer comme il se doit, d'identifier les conditions de réussite pour ces stratégies avec la mise en lien des acteurs, notamment des ressources déjà préexistantes, des éléments essentiels d'un plan de prévention avec des choses qui ont déjà été prévues, que je vous ai présentées sur ce qu'on fait à Lyon, mais qui sont aussi très largement pensées, et notamment encore une fois par le programme Tabagino, qui est porté par les Lillois, par Nathalie Boès. Et enfin, des ressources disponibles, des plans et des outils qui existent déjà, encore une fois, pour ne pas partir de rien et pouvoir s'appuyer sur ce qu'on a déjà fait, déjà pensé dans ces schémas. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je serai ravie d'échanger avec vous si vous avez des questions. Un grand merci Lorraine, ça fait complètement le lien avec la table ronde qu'on aura tout à l'heure, avec les ressources bretonnes. Je cherche les collègues de la table ronde des yeux, mais voilà, elles sont là-bas, il y en a tellement 2 là-bas. Je pense que ça fait bien écho à l'échange qu'on vient d'avoir autour d'un café. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions pour cette présentation bien complète? Alors, tout le monde est en post-prandial, pas en post-vention, mais en post-prandial en fait. Le temps qu'une question émerge. Merci beaucoup Lorraine pour ce propos vraiment très synthétique, très complet. On sent que ça a été beaucoup médité, beaucoup travaillé, mûri. Il y a de l'expérience, du savoir-être aussi. Juste une petite notion, peut-être le temps que, encore une fois, que les questions arrivent. Qu'est-ce que vous appelez ventilation des émotions? Alors, je vous avoue que je ne connaissais pas cette expression de ventilation des émotions. Moi, j'en étais resté au partage des émotions, la répression des émotions, cas échéant, la libération des émotions, la Madeleine de Proust, voilà, c'est une idée. Mais alors, la ventilation, je vous laisse nous expliquer. Okay. Ça fait écho à la question du partage des émotions.
En fait, c'est souvent ce qui est rapporté dans ces vécus d'équipe, c'est qu'il va y avoir des émotions très intenses, parfois contradictoires, parfois partagées, et en fait elles vont être partagées entre les personnes, dans le sens où chacun va avoir ses mêmes émotions, mais elles ne vont pas être dites dans la collectivité. Souvent quand on intervient dans ces structures qui nous mobilisent, ce qu'on voit c'est qu'il y a un peu un tabou qui vient s'installer aussi là-dessus, et qu'on n'ose pas dire ce qu'on ressent. Et l'idée, et l'un des enjeux, ça va être de réouvrir la parole autour de ça. Et on constate très souvent que quand on vient poser la question d'un partage de tel ou tel vécu, en fait, ça fait écho à toute l'équipe. Simplement, ça s'était jamais dit avant parce qu'on avait l'impression d'être chacun de ça seul et que c'était bizarre, que c'était pas comme ça que ça devrait nous affecter. Et voilà, l'idée, c'est de les amener en partage autour du groupe pour les ventiler, pour qu'on puisse les traverser et les apaiser en fait finalement. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise ces termes de ventilation. Merci beaucoup. J'ai une question vers le fond là. Il y avait Alain aussi, mais d'abord la question. Bonjour, merci beaucoup. Je suis lyonnais de la salle, moi. Donc à bientôt, j'y suis rien. Et donc je suis un avocat, je suis médecin, etc. Mais j'ai peut-être pas bien, d'abord votre topo était vraiment très clair, tout à fait bien explicite, mais j'ai pas bien entendu le mot d'association. Parce que moi maintenant j'accompagne depuis 40 ans, donc je suis beaucoup plus vieux que vous. J'ai des familles endeuillées et en fait j'ai appris tout doucement que les professionnels, on est très présents. On est à côté d'eux, on peut dire tout ce que vous avez dit, mais qu'en fait il y a un soutien majeur par les pères aidants ou les associations, et donc peut-être vous l'avez cité, mais peut-être pas encore assez fort pour moi pour que tout le monde puisse entendre que, notamment après le suicide où c'est un drame absolument terrible, ils n'aiment pas se retrouver avec des endeuillés qui n'auraient pas subi la même chose que particulièrement, alors même qu'au fil des journées de rencontres, ils s'aperçoivent que les deuils sont différents et en même temps tout le monde porte la même souffrance, et en cela on a vraiment besoin d'eux plutôt que de simplement être toujours des professionnels, des aidants. Alors peut-être j'ai pas bien tout saisi de ce que vous avez dit. Non, merci beaucoup pour cette question, c'est vrai, parce que je suis évidemment passé un peu vite sur la dernière partie où je voulais en parler un peu mieux, un peu plus. C'est ce que je disais en préambule de la question de la post-vention, c'est du soutien et du soin, donc c'est pas uniquement du soin, loin de là, et que justement l'enjeu de pouvoir continuer à construire ce réseau de post-vention, ça va être de s'appuyer sur les ressources existantes, et ce qu'on voit que les ressources existantes, c'est d'abord les associations avant la question du soin, et que déjà tout le monde n'a pas forcément besoin de recourir à des soins. Ça, il faut aussi pouvoir le dire comme ça. Et que la question de l'accès au soutien des pairs, elle est essentielle. C'est vraiment une des choses qui revient le plus, et notamment là, dans des recommandations internationales de l'Organisation mondiale de la santé sur la question de la post-vention collective, où c'est une des choses qui avait fait le plus ses preuves dans la diminution de la détresse associée au deuil, on va dire, c'est de pouvoir accéder au collectif, au partage de pairs, au soutien de pairs, endeuillés généralement. Endeuillés par suicide, effectivement, c'est une des demandes qui ressort le plus. Et pour autant, voilà, c'est aussi un des travaux qui a été fait avec la mise en place du site Espoir, de travailler avec les associations, parce qu'on sait qu'elles sont aussi au cœur et au plus proche de la vie dans la communauté, et de pouvoir les recenser, de pouvoir continuer à interagir avec elles. Et à Lyon, on a cette chance d'être très en lien avec les associations du coin, et notamment l'association Elisabeth Kubler-Ross qui nous envoie ces possibilités de café deuil tous les mois, on les met en salle d'attente, on publie, on redit, et toutes les ressources de l'association aussi qu'on peut donner assez précocement d'ailleurs en consultation, la consultation prémisse dont je vous parlais que je réalise. Il y a systématiquement des documents d'information qui leur sont remis avec toutes les associations régionales qui existent. Et voilà, on met grandement l'accent aussi là-dessus. Merci de me laisser l'opportunité de redire et de réinsister aussi dessus avec vous aujourd'hui. Merci Alain, et merci Laurent pour
réponse. Donc on a une autre question en fond de salle, tu vois pas. Oui, bonjour, je suis infirmière à l'hôpital de Loire, l'hôpital de jour gérontopsychiatrique. Je me permets de vous poser une question par rapport au raptus suicidaire, parce qu'on n'a pas encore évoqué, et on sait qu'au niveau des proches, c'est quelque chose de très très complexe, surtout au niveau de la culpabilité, une incompréhension. Je ne sais pas si on pouvait avoir un peu un éclaircissement sur ce sujet. Du coup, j'aurais une seconde question pour vous. Qu'est-ce que vous appelez raptus suicidaire? Alors, c'est des personnes qui n'ont absolument aucun antécédent psychiatrique et qui, à un moment donné, passent à l'acte. La famille ne comprend pas. Ça peut être... et quand il y a quelqu'un qui intervient, le passage à l'acte ne se passe pas. On ne sait pas pourquoi. Quelqu'un qui prépare, je sais pas, je prends un cas que j'ai connu, quelqu'un qui prépare sa voiture avec plein d'affaires pour aller chez sa fille, pour des aménagements, des fruits, des légumes, etc. Et puis dans la nuit, ce monsieur se pend. Voilà, aucun antécédent, rien. Donc c'est pour ça que j'évoque à ce moment-là. On en parle souvent en psychiatrie. Hein. On en parle souvent et pourtant c'est un terme qui n'est pas. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question, qui n'est pas défini et qui ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et ça, alors du coup, je peux vous répondre sur un versant plus de l'habitude que j'en ai, en tout cas des retours d'expérience que j'en ai. Il y a des personnes qui me rapportent cette question du raptus, qui évoquent cette incompréhension. Pour certains, le fait de pouvoir justement permettre, sur prémisse ou sur la consultation espoir, de reprendre un petit peu des éléments de vie. En fait, il y a beaucoup de personnes qui rapportent la question d'un raptus suicidaire et en fait pour qui on retrouve des éléments préexistants qui peuvent faire évoquer une crise suicidaire, mais qui n'avaient pas été interprétés comme tels à ce moment-là. Ce qui est hyper important à identifier aussi parce qu'il peut y avoir énormément de culpabilité par rapport au fait de ne pas avoir repéré des choses et ou au contraire une surinterprétation de certains éléments qui sont finalement un peu ambigus et où a posteriori on va avoir tendance à tout interpréter comme une annonce ou une alerte suicidaire, ce qui n'est pas forcément le cas non plus, il faut renuancer par rapport à ça. Et ça, pour être très franche, c'est la majorité des personnes que je reçois sur cette question de on n'a rien vu venir et en fait quand on reprend ensemble, il pouvait y avoir des éléments dont on pourrait discuter et qui permettent pour certains de remettre un peu en forme le récit aussi de ce qu'ils ont vécu. Ça arrive à certaines fois qu'il y ait effectivement rien qui soit retrouvé ou en tout cas qui soit rapporté par les proches d'éléments de pré-symptomatiques, on va dire, ou de crise suicidaire qu'on n'a rien repéré et où d'un coup il y a quelque chose qui se passe et on ne sait pas le dire, on ne sait pas pourquoi, on n'aura jamais toutes les réponses pour ces personnes qui sont dans l'incompréhension, même pour celles pour qui on retrouve des éléments d'explication, on va dire, ou en tout cas qui font plus sens dans un retracé de l'histoire. La question du deuil après suicide, c'est celle d'un puzzle qu'on essaie de reconstituer en sachant qu'il manquera toujours des pièces. Et dans ces questions-là, en tout cas pour les proches, moi, la manière dont je l'aborde, c'est de reprendre des éléments autour de la question d'une crise suicidaire qui peut évoluer assez rapidement, on peut voir ou ne pas voir, et de ramener sur la question de la souffrance. De reparler au moins, si on n'a pas ces éléments-là sur lesquels il y a des questions qui viennent se cristalliser, à un moment, les idées suicidaires, elles apparaissent parce que la douleur est trop intense, parce qu'on n'arrive plus à avoir de porte de sortie, et que ça peut aller très vite. Je fais beaucoup de comparaisons avec la question de la douleur physique aussi, parce que souvent ça parle plus que cette question de la douleur psychique qui potentiellement est masquée, se voit moins accessible, et au moins de remettre des éléments d'explication et de psychoéducation en fait, autour des idées suicidaires, de la crise suicidaire, de comment ça peut évoluer, et ça généralement ça parle aux gens. Qui soit retrouvent des éléments de se dire ah bah oui effectivement il y a peut-être des petites choses, ou soit on n'avait rien vu venir, mais ça peut aussi arriver de manière très rapide sur quelque chose d'une douleur intense et insolvable d'un seul coup, et où on peut voir ces passages d'actes qui surviennent dans ces moments-là aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense oui.
la personne hoche la tête, en fait, donc c'est impeccable. Une dernière question au fond de la salle. Merci. Bonjour, je suis psychologue en XAPA et j'utilise la thérapie ICV, c'est un petit peu comme le MDR, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas même genre que le MDR, qui a priori est plutôt fléché sur le traitement des psychotraumatismes. Et en ICV, on traite un peu systématiquement les deuils comme des traumas. C'est-à-dire que quand il y en a des leçons, on va utiliser le même protocole, comme si c'était un peu les mêmes voies. Je voulais un peu votre avis là-dessus parce que en fait ça marche plutôt bien et c'est un peu l'idée de toute façon enlever la charge traumatique de la perte, de la brutalité de la perte, pour permettre presque l'accès au chagrin de l'absence, quoi, enfin, de la perte de la personne, quoi. Je voulais avoir un peu votre avis sur cette espèce de parenté et quand je vois un peu les symptômes que vous donnez sur le deuil, sur votre PowerPoint, en fait, on pourrait prendre les mêmes presque sur le trauma, la tristesse, la colère, l'usage des substances, les dépressions. Enfin, en fait, c'est tellement plein de comorbidités que ça me paraît très parent. Voilà, je veux votre avis. Merci beaucoup pour cette question, c'est hyper intéressant. C'est une question qui se pose systématiquement parce que c'est un deuil, comme je vous disais, il y a une part traumatique. Il y a une part traumatique qui est très très présente et que du coup on peut prendre en charge par ce biais-là. Pour autant, ça ne se résume pas au trauma, entre guillemets, et c'est là où parfois on a des collègues qui nous sollicitent et qui sont un peu en difficulté sur cette question de on a fait la prise en charge du trauma et ça découvre d'autres éléments qui sont plutôt autour du deuil, qui sont plus apparentés au deuil, et là on arrive, on est bloqué parce que voilà, on a pris en charge ce qu'on avait du trauma, mais qu'il n'y a pas que ça. Et pareil, c'est hyper important de l'identifier et de le prendre en compte quand on fait de l'accompagnement du deuil aussi. Très régulièrement, le psychologue qui travaille avec nous sur le service propose aussi le MDR. Le lien avec les CRP et la CUB, c'est essentiel à mon sens pour cette question de la prévention. Parce que la partie traumatique, elle est prégnante. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans un écueil inverse, on va dire, où parfois on parle que du trauma justement, en premier plan, en première intention pour cette question du deuil après suicide. Et il y a d'autres choses qui sont aussi derrière, qui participent aussi derrière, qu'il faut pouvoir identifier parce que sinon ça vient maintenir d'une certaine manière des symptomatologies traumatiques. Et notamment cette question du lien avec le proche, de comment on peut continuer le lien. Et le fait que faire son deuil, c'est pas oublier, mais c'est faire des choses aussi, parce qu'il y a à un moment un enjeu et un risque de complication qui est autour des personnes qui vont s'entretenir dans une forme de trauma, parce que cette question de si j'oublie, si je suis plus impactée, c'est que j'oublie mon proche, c'est que je vais oublier, c'est que je l'aime pas suffisamment, et que d'une certaine manière, le deuil et le trauma, ça va être identifié comme le seul lien qui leur reste avec un proche. Et là, on va devoir du coup amener toute la complexité du deuil en plus de la question du trauma. Voilà, bon, pour résumer, c'est hyper important de bien considérer l'impact traumatique qui est réel et qui existe, et de savoir que ça ne se limite pas à ça, et de pouvoir faire une prise en charge, une proposition de prise en charge plus globale quand on est amené à rencontrer des personnes endeuillées. Merci infiniment, Lorraine, je crois qu'on peut l'applaudir. C'est excellent et ça nous donne envie de vous lire. Donc nous allons regarder dans la littérature ce que vous avez pu déjà publier, soit comme publication, soit comme livre. Et franchement, je pense que tout le monde va repartir avec plein d'idées, plein d'espoir. Merci encore et belle fin de journée à vous. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne suite à tous pour cet après-midi.